Bonjour docteur Félix. Bonjour. Vous êtes orthodontiste. Oui. Et je viens vous rencontrer parce que vous avez découvert un petit appareil assez magique qui s'appelle le Froggy Mouse. Comment avez-vous découvert ça? Écoutez, c'est relativement simple. C'est ce que je dirais le sens clinique. Voilà, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'on peut faire de la recherche dans son cabinet sans être équipé d'un grand laboratoire, d'avoir un microscope extraordinaire et tout ça. Et je crois que nous, praticiens, on est amenés aussi à avoir un sens clinique qui nous permet de faire évoluer les choses. La déglutition, la position de la langue, c'est un problème récurrent dans tous les traitements orthodontiques. Et comme tous les orthodontistes, il m'arrive de mettre des bagues, et lorsque l'on met des bagues, on prend des grands écarteurs, on écarte pour avoir un champ visuel important, et la lèvre du haut et la lèvre du bas ne se touchent pas. Or, tous ces enfants qui avaient des déformations dont l'origine était une mauvaise déglutition, qui continuaient à avoir une mauvaise déglutition, pendant cette séance de pose de bague de 20 minutes, où la lèvre du haut et la lèvre du bas ne se touchaient pas, comme par hasard, je me suis rendu compte qu'ils avalaient leur salive correctement. Donc, partant de ce principe, j'ai essayé de prendre des écarteurs beaucoup plus petits. J'ai vu que ça marchait, et après, j'ai dessiné quelque chose qui soit plus physiologique, plus anatomique, et plus confortable pour les patients à porter, avec ce même principe de déconnexion entre la lèvre du haut et la lèvre du bas. Formidable. Alors donc, quel est le fonctionnement? Quel est le principe? Alors le principe, c'est que la succion déglutition, c'est en réalité une fonction qui est physiologique. Elle se met en place in utero et elle permet, durant les premiers mois, premières années de la vie, à l'enfant de se nourrir. Et à partir du moment où la mastication arrive, on doit modifier son programme de déglutition. Quand on ne modifie pas ce programme de déglutition, ça va entraîner des forces négatives qui vont avoir une influence sur la croissance. Donc le principe de la succion-déglutition, c'est d'avaler sa salive par différence de pression entre la bouche antérieure et la bouche postérieure. Pour qu'il puisse y avoir des différences de pression entre deux parties, il faut qu'il y ait un joint d'étanchéité. Ce joint d'étanchéité, ce sont les lèvres qui vont sur le biberon, sur le mamelon, serrent très fort, ça crée un joint d'étanchéité. À partir du moment où vous empêchez ce joint d'étanchéité de se faire, c'est-à-dire vous empêchez la lèvre du haut et la lèvre du bas de se toucher, il est impossible d'être en succion-déglutition, donc le sujet doit découvrir une nouvelle manière d'avaler sa salive. Cette chose se fait totalement naturellement chez 60% des enfants à l'âge de 4 ans. C'est-à-dire que 60% des enfants avalent correctement leur salive à l'âge de 4 ans. Et c'est dans ce lot de 60% d'enfants qui ont découvert ce nouveau programme qu'on va trouver les 50% d'enfants qui n'auront jamais besoin d'un traitement orthodontique. Et c'est la persistance et la non-découverte de ce programme qui entraîne des déformations. Et qu'est-ce qui fait que, justement, il y a 40% des enfants qui ne découvrent pas ce programme? Alors, il y a plusieurs choses. Soit ils n'ont jamais eu la chance de le découvrir, parce qu'avec une alimentation trop molle, encore des biberons, des choses comme ça, ils n'ont jamais eu cette nécessité de mastiquer. Et puis, il y a des enfants qui l'ont découvert, mais ce nouveau programme n'a pas passé la barrière du système limbique. Le système limbique, c'est très affectif. Donc, tout nouveau programme est analysé. Le système limbique dit « Ah ben oui, c'est très très bien, ce système-là, je suis très content. » Et tout ça, c'est mieux que l'avant, mais moi je préfère quand même celui d'avant. Et puis, puisque celui d'avant, il fonctionne, je ne vois pas pourquoi je vais être obligé de changer. Moi, ça me rappellera quand j'étais bébé, ma petite maman. Alors, les biberons, les tétines et tout ça maintiennent justement cette nécessité de succion qui rassure l'enfant, mais qui aura des conséquences sur la croissance. D'accord, donc il y a un grand domaine émotionnel là-dedans. Très émotionnel, oui, bien entendu. Alors, donc, quelles sont les indications de ce fameux petit Froggy Mouse? Alors, il y a plusieurs types d'indications suivant l'âge. En réalité, on peut considérer que Froggy Mouse est un outil de prévention. La prévention, ça se conjugue à 3 stades. Premier stade, éviter que les déformations n'apparaissent. C'est pour ça que quand vous mettez le Froggy Mouse à un enfant de 3 ans et demi, 4 ans pendant quelques temps, ça va lui permettre d'automatiser cette nouvelle fonction et d'éviter que les déformations n'apparaissent. Deuxième stade, c'est quand les déformations sont apparues,
éviter qu'elle ne s'aggrave. C'est pour ça qu'il faut essayer de traiter les enfants le plus tôt possible. Et maintenant, tout le monde est revenu cette idée qu'il fallait attendre que toutes les dents soient là. D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé a dit qu'on devait traiter les enfants en denture temporaire et a défini toute la pathologie qui devait être traitée suffisamment tôt. Troisième stade, une fois que ça a été traité, et là ça touche tous les gens qui ont encore des traitements classiques et tout ça, éviter que la déformation ne revienne. Et là encore, c'est par la normalisation des fonctions qu'on assurera la stabilité. Donc c'est un appareil qui, à chaque âge de la vie, apporte quelque chose dans le déroulement des traitements orthodontiques, et sans doute plus que dans le déroulement des traitements orthodontiques, puisque ostéopathes, orthophonistes, posturologues et tout se servent beaucoup et trouvent que c'est quelque chose qui les aide énormément. D'accord, donc c'est un rapport avec l'occlusion. Ça stabilise l'occlusion. Et est-ce que l'efficacité est aussi bonne avec les adultes que chez les enfants? Non, enfin, en réalité, cet appareil, il est conçu pour les enfants. C'est-à-dire qu'en réalité, tout nouveau programme, c'est un nouveau circuit neuronal, ou entre parenthèses, électrique. C'est-à-dire qu'il y a des circuits qui sont disponibles, on apprend quelque chose, et cet apprentissage va utiliser un circuit qui est libre. Moins on aura de circuits libres, plus ce sera difficile à automatiser. Mais comme il y a quand même des circuits qui restent libres et des nouvelles cellules neuronales qui se créent et tout, on peut considérer que même chez les adultes, on peut modifier les choses. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'on apprend à conduire à 18 ou 20 ans et qu'on arrive à conduire d'une manière automatique. Donc ça ne veut pas dire que c'est complètement bloqué si on ne l'a pas commencé à un âge limite. D'accord. Alors, quel est le protocole? Comment expliquez-vous à vos patients, donc à leurs parents? Quel est votre discours? Alors, le discours, il est relativement simple, parce qu'en réalité, on ne dit pas grand-chose, surtout la première semaine. On met cet appareil, donc qui est un appareil minuscule, qui empêche la lèvre du haut et la lèvre du bas de se toucher, et on demande à l'enfant uniquement de regarder la télévision pendant 15 minutes. Pour que toute la partie corticale soit prise par le programme de télévision et qu'il ne se rende pas compte de tout ce qui va se passer dans la partie sous-corticale. Donc au bout d'une minute, l'enfant va avoir besoin d'avaler sa salive, il va utiliser son programme habituel, mais hop, il va se rendre compte que son programme ne fonctionne plus. Et là, il va y avoir une sorte de panique au niveau du tronc cérébral, puisque avaler sa salive, c'est vital. Je ne peux plus avaler ma salive, je ne peux plus avaler ma salive. Il va y avoir des kinases qui vont se fabriquer en grande quantité et se libérer. Et donc, pratiquement dans la minute qui va suivre, ils vont trouver un système pour avaler sa salive. Et comme il y aura beaucoup d'MAP kinases, ce nouveau programme va s'engrammer directement dans la mémoire à long terme. Et donc vous travaillez en parallèle, on en a parlé un petit peu, avec des orthophonistes, avec des ostéopathes. Voilà, le problème c'est qu'en réalité, quand on veut modifier un comportement, il y a deux stades. Le premier stade, c'est d'engrammer le nouveau programme. Et une fois qu'il est engrammé, on se retrouve dans le cas de figure où sur votre ordinateur, vous avez deux programmes pour faire la même chose, puisque un qui était au départ et un nouveau que vous avez téléchargé en cours de choses parce qu'il est plus avancé, plus efficace. Quand on dispose sur un ordinateur de deux programmes pour faire quelque chose, si vous continuez à aller cliquer sur l'icône de l'ancien programme, c'est l'ancien programme qui va se dérouler. Donc ce n'est pas parce que vous avez le nouveau programme sur votre ordinateur que celui-ci, vous l'allez l'utiliser. En revanche, si on apprend à l'enfant à cliquer sur le bon programme, là, ça va passer au niveau de l'automatisme. Donc la première phase qui est comment enregistrer le nouveau programme, ça se fait très très rapidement. Et c'est pour ça que les orthophonistes l'utilisent beaucoup, parce qu'au lieu de passer 6 ou 8 séances ou 10 séances à apprendre ce programme, elles l'ont tout de suite et elles vont pouvoir potentialiser leur travail sur les icônes et comment expliquer à l'enfant appuyer sur la bonne icône ou ne pas appuyer sur la mauvaise icône. Donc c'est un gain de temps formidable pour les orthophonistes et c'est pour ça qu'elles l'utilisent de plus en plus. D'accord. Et au niveau de l'ostéopathie, parce que souvent la mise en place de ces anciens programmes est associée à des blocages ostéopathiques.
Donc le travail avec les ostéopathes peut aussi accélérer la mise en place de ce nouveau programme. C'est-à-dire que si l'ostéopathe débloque certaines zones, mais si dès le lendemain les mauvaises forces ont utilisé les mêmes contraintes et tout, le travail de l'ostéopathe ne sera pas pérenne, alors que si parallèlement il y a une modification des programmes de la posture, il faut savoir que la langue, c'est un organe ostéopathique formidable. Donc si au contraire la langue fait bien le travail, ça va compléter le travail de l'ostéopathe et on va se retrouver dans une stabilité des résultats qu'elles ont obtenus. Donc en fait, il y a un double travail, c'est-à-dire que le travail de l'ostéopathe permet une meilleure position de la langue et une meilleure position de la langue permet un meilleur travail de l'ostéopathe. Voilà. Donc, oui. Alors, quels sont les critères d'évaluation du résultat du traitement? Donc, quand est-ce que vous constatez, que vous considérez que c'est un échec ou que c'est une réussite? Alors, tant qu'il y a de la vie, il n'y a pas d'échec. Il y a des traitements en cours. Non, en principe, c'est un traitement qui est très court. Donc, je vous ai dit, pendant une semaine, on ne donne aucune indication. Et c'est à partir de la 2e semaine qu'on va expliquer aux parents justement comment travailler sur cette bonne icône et faire en sorte que, en posture habituelle, le bas du visage soit détendu, que au moment d'avaler sa salive, ce soit les dents qui se serrent et non pas les lèvres. Il faut savoir que quand les lèvres se serrent, c'est sous l'activité du nerf facial. Quand les dents se serrent, c'est le trijumeau. Or, le trijumeau gère notamment la respiration, donc ce qui va nous permettre aussi d'obtenir une respiration nasale haute beaucoup plus facilement que lorsque l'enfant ou l'adulte est en succion déglutition. Je crois qu'il y a pratiquement un adulte sur 3 qui est en succion déglutition. Donc effectivement, le problème se pose et dépasse largement le cadre des enfants. Ouais. Moi, je les utilise principalement chez l'adulte. Okay. Donc, tout un cadre. Oui. Et donc, à quel moment vous décidez d'arrêter? Quelles sont les durées des traitements? C'est très variable. Enfin, je vais me répéter un peu. L'engrammation du programme, elle est assez rapide, c'est l'automatisation. Donc c'est toujours dans la mise clinique, quand le patient arrive, avant même qu'il s'installe et tout, de regarder si les lèvres sont au contact ou si les lèvres ne sont pas au contact. En gros, supprimer toutes les mimiques, toutes les parafonctions qui sont gérées par le facial. D'accord. Et avec votre expérience, en moyenne, la durée? Tout dépend de l'âge. Donc, je veux dire, il y a des enfants. Et puis là aussi, je veux dire, il y a toujours ce système limbique qui vient et on a beau tout faire et tout expliquer. Si parallèlement à ça, la maman continue à donner un biberon, vous savez, il y a des enfants qui, à l'âge de 7 ou 8 ans, ont encore des biberons. Voilà, donc en réalité, c'est un message subliminal que la mère envoie en disant « reste mon petit bébé, reste mon petit bébé ». Donc le système limbique, il va se dire « ah ben, pour faire plaisir à maman, je vais continuer » et on ne va pas automatiser cette nouvelle fonction. Donc ce ne sont que des cas particuliers, c'est en ça que c'est intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas les statistiques, c'est l'étude clinique, la relation qu'on a avec le patient qui permet de leur faire comprendre, d'analyser les choses sans qu'ils s'en rendent compte et tout ça, c'est ça qui est passionnant finalement. En réalité, le protocole, il est très simple, mais il est aussi un petit peu compliqué. Et nous faisons des cours justement de gestion du programme et du traitement par Frogimov tous les 2-3 mois, qui sont une formation gratuite. Et donc les gens qui commencent, l'idéal c'est de commencer à l'utiliser pendant 1 ou 2 mois avec les patients et puis après de venir faire cette formation gratuite pour bien comprendre les choses et leur donner tous les petits trucs qui vont leur permettre de passer à une efficacité supérieure. Vous allez sur le site frogimov.com. Ben écoutez, merci de m'avoir proposé de vous présenter cette chose. Merci beaucoup, Dr. Félix.